Il y a un peu plus de 60 ans, le 11 avril 1961, s'ouvrait à Jérusalem le procès d'Adolf Eichmann. Procès couvert dans le monde entier et éclairé par de multiples récits et reportages. Il restait encore à en tirer un roman graphique. Et c'est désormais chose faite. Avec L'Enfer est vide, Tous les démons sont ici, de Marie Bardot-Vaillante et Malo Kerfrieden. Un roman qui se contente moins d'illustrer ce procès que de poser la question de la peine de mort face à l'architecte de la solution finale, et donc l'un des plus grands criminels de l'histoire. Pour en parler, l'auteur du livre, l'historienne Marie Bardot-Vaillante. Marie Bardot-Vaillante, bonjour. Bonjour. Le procès Eichmann a été couvert de multiples fois, enfin je veux dire dans différents récits, livres, films, reportages, mais jamais pour un roman graphique. Votre mode de narration consiste à entrer dans ce procès par l'intermédiaire de 3 personnages. Parmi ces 3 personnages, l'un a existé, c'est la philosophe Hannah Arendt, qui a couvert le procès durant une semaine pour le New Yorker, qui en a tiré un livre, Eichmann à Jérusalem, qui est le livre le plus célèbre, je veux dire, écrit sur ce procès, le plus célèbre, pas nécessairement le meilleur, avec ce fameux concept de banalité du mal appliqué à Eichmann. Et il y a 2 autres personnages qui, eux, sont des personnages de fiction, à savoir une envoyée spéciale de l'Express et un journaliste israélien. Donc pourquoi avez-vous choisi justement de mêler l'un des personnages emblématiques du procès Eichmann à 2 autres personnages qui, eux, sont le fruit de votre imagination? Alors, pour plusieurs raisons que j'indique d'ailleurs dans le livre, c'est que moi je ne suis pas juive. Et il était fondamental pour moi de le préciser. Parce qu'il faut toujours dire d'où on parle et d'où on part. Donc cette jeune journaliste, clairement c'est moi. Elle travaille à l'Express parce qu'il y a tout un fil rouge avec aussi le livre précédent autour de Badinter, qui lui-même avait publié un article dans l'Express, donc voilà. Qui a couvert le procès Eichmann, enfin du moins a assisté à la première semaine du procès Eichmann. Et il y avait donc, et il me fallait quand même quelqu'un qui lui réponde sur place. Donc effectivement, j'ai trouvé un Israélien, voilà, j'ai inventé un Israélien. Alors, longtemps, on a cherché physiquement comment l'incarner, parce que c'est important d'incarner des personnages de fiction. Et j'ai trouvé une photo de Tommy Lapide, qui était justement en train de taper à la machine. Et je ne savais pas à ce moment-là qui était Tommy Lapide. Mais alors, j'ai vu cette photo, je me suis dit, c'est lui. J'ai envoyé à mon dessinateur, il m'a dit, il est parfait. Et après, en plus, j'ai trouvé que ça correspondait bien dans le sens... voilà, que ça avait du sens. Tommy Lapide, donc, qui est le père de Yair Lapide, qui est maintenant au gouvernement. Absolument. Oui, qui est le ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. Donc j'ai trouvé ça en plus assez rigolo en soi. Voilà, la boucle est bouclée quelque part. Donc Jeanne, bon, c'est ma voix, c'est la française non juive qui débarque et qui en parle d'ailleurs. Je pose ce biais-là. Lui, voilà, c'est un Israélien qui a une vingtaine d'années de plus qu'elle, assez paternaliste. Alors il se trouve qu'on m'a dit que j'avais bien représenté cet homme, voilà, que je m'étais bien projetée dans ce genre de personnage. Et je voulais absolument parler d'Hannah Arendt pour 2 raisons. Déjà parce qu'elle y était, que tout le monde la connaît, donc... la bande dessinée, c'est un médium populaire pour moi, ça c'est très important. D'ailleurs, vous dites que je fais du roman graphique, j'ai rien contre ça, mais moi je tiens au fait qu'on dise que je fais de la bande dessinée, parce que ça me mettrait un petit peu en marge finalement de dire que je fais des choses un peu plus intellectuelles, etc. Et ça me pose un problème parce que la bande dessinée, c'est une écriture, c'est de la narration. Et à la base, le roman graphique, c'est une question de format et pas de fond. Et donc, Hannah Arendt permet de raccrocher quand même le lecteur sur quelque chose d'un peu connu, vaguement. Il y a autre chose, c'est qu'elle devient iconique depuis quelques années chez des gens qui ne l'ont jamais lu. Donc ils disent la banalité du mal, sans avoir lu effectivement aucun de ses ouvrages, ni même la question du procès à Jérusalem, et qu'ils l'ont mise sur un piédestal. Et par rapport à Hannah Arendt, je me suis beaucoup axée sur sa correspondance, parce que c'était ça qui m'importait, parce que dans la correspondance, on est toujours bien plus, voilà, surtout avec ses proches, spontané, sincère, et toute cette vision
elle est pleine de préjugés vis-à-vis des Israéliens. Enfin, voilà, est-ce que je mets beaucoup en scène? Donc, je voulais casser un peu cette image. Bon, après, j'estime que c'est une très grande philosophe. Voilà. C'est pas la question, mais bien sûr. Mais c'est pas le sujet, mais de dire que les gens, sont pas comme ça dans une bulle. Finalement, on les colle dans le marbre des années plus tard sans ne plus savoir qui ils étaient. Et pour moi, ça, c'était quelque chose d'important. Et donc, je les fais interagir tous les trois. Et encore une chose sur le fait que j'ai choisi 2 personnages fictifs, c'est que le sujet était tellement lourd, parce que donc on parle quand même beaucoup de la Shoah dedans. Il y a des planches qui sont difficiles, autant à écrire qu'à dessiner, d'ailleurs, parce qu'il faut toujours trouver le juste ton. Ce sont des moments où il ne faut absolument pas tomber... Il ne faut pas que ce soit agressif. Moi, j'ai été extrêmement vigilante à ne pas être maladroite aussi par rapport à une communauté. Ça, c'est très délicat pour moi, que je ne sois pas mal comprise, qu'il n'y ait pas de contresens. Donc, il y a ça, il y a la question de la construction d'Israël. Là aussi, c'est un sujet touchy, je dirais, assez régulièrement. Donc, je ne voulais pas qu'on puisse manipuler mon propos. Donc, il fallait vraiment que je mette un peu de fiction là-dedans pour avoir une interaction entre 3 voix distinctes et pour qu'en se répondant, on puisse saisir à peu près quelle était la direction, en fait. Justement, quels ont été les principaux récits du procès, sur lesquels vous êtes appuyé? Tout ce que je mets dedans, par rapport, je mets des remerciements à la fin. De toute façon, je me suis documentée au maximum des films, les historiens spécialistes. Il y a eu un documentaire qui traitait spécifiquement aussi de cette question quand même. C'était déjà abordé, que j'ai trouvé un petit peu plus tard par rapport au sujet de la peine de mort et du châtiment d'Eichmann. Voilà, donc je me suis plongée là-dedans, mais mon axe à moi, de toute façon, c'était... Alors bien sûr, c'est le procès, mais mon sujet, c'est pas le procès, c'est toujours d'interroger la question de la peine de mort et est-ce qu'il y a une limite à ça? Parce que j'estime aussi qu'en tant qu'abolitionniste, c'est une question qu'on doit se poser un jour ou l'autre. Alors moi, je me l'étais posée il y a bien longtemps et c'était lié à Nuremberg pour le coup. Quand j'étais jeune femme, donc j'étais déjà abolitionniste, moi, ça fait partie de ma culture familiale en fait. Mais entre 20 et 25 ans, je me suis posé cette question-là vis-à-vis de Nuremberg. Et je me suis donné à moi-même la réponse. Mais je crois que c'est un passage obligé, en fait. Donc vis-à-vis de Nuremberg, c'est en l'occurrence le fameux procès oui, tout à fait. Donc des criminels de guerre nazis, dont une partie a été exécutée peu après le procès. Oui, tout à fait. Donc à ce moment-là, de savoir, voilà, est-ce valide parce qu'on est tous nourris en fait de pulsions et c'est beaucoup plus simple en fait d'être pour la peine de mort, d'être pour la vengeance, d'être pour le talion. C'est beaucoup plus simple. Être abolitionniste, intellectuellement, ce n'est pas évident. Il faut dépasser certaines choses. Et donc, je l'avais dépassé sur ce point précis qui était pour moi le dernier point. Donc, ça ne se posait plus il y a 2-3 ans pour Eichmann. Il n'empêche que je trouvais ça intéressant d'interroger autrui sur ce sujet-là. Parce qu'il y a les gens qui sont pour la peine de mort, il y a des gens qui sont profondément abolitionnistes, viscéralement abolitionnistes, comme je peux l'être, puis il y a des gens qui ne s'interrogent pas en fait. Il n'y a plus la peine de mort en France, donc on ne sait plus trop, et puis c'est pas vraiment un sujet, et puis on est déconnecté du reste du monde. Je dis souvent, il y a des exécutions toutes les semaines. Dans le monde, on vit quand même, sur une... Il y en a même pratiquement tous les jours dans certains pays. Voilà, absolument. Et du coup, je rajouterais que nous avons aussi 17 Français condamnés à mort dans le monde actuellement, et ça, les gens ne le savent pas. Donc, on ne peut pas être complètement déconnecté de tout ça, et je crois que, effectivement, prendre le pire... Parce que là, on est face au pire. Là, on se retrouve avec le symbole, le criminel absolu. Le cas ultime. Oui. Et au-delà de ça, moi, je milite pour pas mal de choses. Et je milite aussi contre l'antisémitisme depuis longtemps. Donc, on se retrouvait finalement au carrefour de plusieurs sujets qui m'intéressaient particulièrement et sur lesquels je pouvais
prétendre pouvoir donner du sens à quelque chose, voilà, par ce biais-là. Alors, il est important de remettre des éléments de contexte dans ce procès, à savoir que un commandant du Mossad enlève Eichmann à Buenos Aires, il est ramené en Israël avec l'intention première de le juger. Parce que le plus important dans ce processus, c'est à la fois de signifier aux criminels nazis expatriés en Amérique du Sud ou ailleurs qu'ils ne vivront jamais en paix, qu'ils sont toujours sous une menace potentielle, et ensuite de juger ces criminels, et surtout de les juger devant le regard du peuple israélien, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Mais au-delà de ce moment historique important, se pose la question de la peine qui va être infligée à l'accusé, à savoir que potentiellement Adolf Eichmann pouvait être exécuté. Il est prévu qu'elle peut être appliquée pour un criminel de guerre nazi. Oui, il y a cette loi de 1950. Voilà. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Donc, ou pour les collaborateurs. Je dis ça parce que on a tendance à penser qu'Israël a rétabli temporairement la peine de mort pour Eichmann, ce qui n'est pas possible. On ne change pas la loi pour une personne. Ils n'a fait qu'appliquer sa loi, dans le cadre du procès Eichmann. Oui, on m'a dit ça il n'y a pas longtemps, effectivement. Mais en fait, ils avaient plus la peine de mort, je dis non, cette loi existait. Il y a légalement, juridiquement, il n'y a aucun souci. En fait, ils ont appliqué la loi de 1950. Sauf que jamais ils auraient imaginé qu'un jour ils récupéreraient Eichmann, quoi. C'était ça qui était fou. Et cette loi était déjà appliquée contre des Israéliens, bien sûr qui n'étaient pas exécutés, mais voilà, c'était une loi qui était en application, donc probablement avec des peines de prison, etc. Maintenant, c'est mis en relief dans votre livre, se pose la question de savoir qui est Eichmann. Parce que, effectivement, aujourd'hui, je veux dire, cette question ne se pose plus avec le recul historique dont on bénéficie les multiples études. Mais à l'époque, aujourd'hui, lorsque Eichmann est enlevé et arrive en Israël, tout le monde se demande un petit peu qui est-ce exactement. On ne sait pas, il n'est pas identifié comme identifié comme l'architecte de la solution finale. Ce dont il se défend d'ailleurs en disant qu'un petit rouage, etc. Bon, et tout le procès démontre que déjà pas du tout, et secondo qu'il a fait du zèle. Voilà, en plus, donc. Et puis, clairement, c'était un salopard. Je veux dire, alors, quand on dit qu'il a fait du zèle, enfin, là-dessus, on fait particulièrement allusion, d'ailleurs, vous le traitez sur plusieurs pages, à ses actions en Hongrie, avec la déportation des Juifs hongrois. Oui, tout à fait. Donc, Qui est un moment, en fait, où la déportation des Juifs est clairement déconnectée de l'effort de guerre allemand. Oui, c'est un salopard, c'est un antisémite, et ce que je trouve intéressant, et excusez-moi, je retire mon fil parce que vraiment mon sujet c'est la question de la peine de mort. Ce que je trouve intéressant, c'est que on peut absolument rien lui excuser. Je vais faire un parallèle avec le livre précédent que j'ai fait, la bande dessinée précédente, où je traite du cas de Patrick Henry. Quand Badinter va défendre Patrick Henry, il ne défend pas Patrick Henry, il fait le choix de faire le procès de la peine de mort, parce qu'il sait très bien que Patrick Henry est indéfendable. Eichmann est indéfendable. Et moi, il était absolument fondamental pour moi, d'ailleurs, parce que là, on parle beaucoup d'Eichmann, mais il n'est pas le sujet central de ce livre. Parce que le sujet central aussi de ce livre, c'est de mettre en avant la parole des survivants et des victimes, qu'on a sur quasiment 3 pages et pile au centre du livre, d'entendre leurs témoignages, puisque ça n'avait pas été fait, ça c'était tabou, il y avait une censure de cette génération-là. Absolument, c'est-à-dire que le procès Eichmann en Israël est le moment en fait où une génération de la plus libération, jeune de la parole découvre aussi. Que ses parents et grands-parents, voilà, mais de la ou ses libération. voisines en fait, ont survécu au camp ou à autres massacres. Donc c'est un moment de bascule dans la conscience nationale israélienne. C'est pour ça que
c'est un procès historique. C'est pour ça aussi que je fais référence. Après, c'est une bande dessinée, une fois de plus. En plus, il y a 2 personnages fictifs dedans. Enfin, ça, je pense qu'il est important d'en parler aussi. Je fais référence au sionisme, je fais référence à la question nationaliste, parce que ce sont des sujets convergents, en fait, vis-à-vis de ce procès-là, qui n'est pas que le procès de cet homme-là. En fait, avant tout, c'est le procès qui va permettre de dire que tous les Juifs ont été victimes des nazis, de la solution finale, mais aussi les Juifs qui vivaient à cette époque avant l'État d'Israël, dans l'ex-Palestine, dirais-je. Voilà, que tous ont finalement ce vécu commun, malgré tout, même s'ils n'étaient pas sur les lieux exacts. Voilà, c'est vraiment le procès d'un peuple, hein, contre un seul homme, puisque c'est le seul qui est là, en l'occurrence. Mais voilà, je trouve que c'est plus important que le sujet Eichmann dans ce livre-là. Ce qui est aussi, votre livre relate aussi un épisode qui est du procès, enfin du moins au sens large, qui est beaucoup plus méconnu, à savoir la protestation de plusieurs intellectuels israéliens, Martin Buber et Gershom Scholem en tête, qui justement s'élèvent contre la décision du tribunal de condamner à mort Eichmann. Mais évidemment, ils ne s'élèvent pas contre la nature du criminel Eichmann, c'est là-dessus pour eux c'est acquis, mais c'est le fait que en Israël, on applique la peine de mort, y compris contre ce criminel. Or, cet épisode est relativement méconnu, ou du moins dans la perception qu'on a de tout l'épisode Eichmann, de son enlèvement à son procès. Le débat qui a suivi la décision d'appliquer la peine capitale est, lui, beaucoup plus méconnu. Et c'est tout le sujet de ce livre, justement. Parce que plein d'autres gens, à mon sens, seraient tout à fait pertinents pour parler du procès en tant que tel. Et moi, je l'utilise, ce procès-là, pour arriver en fait à mon sujet qui est vraiment, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait du châtiment suprême? Quel est le sens d'une peine de mort pour qui que ce soit? Et c'est vrai qu'il y a donc les intellectuels juifs en Israël et à l'extérieur d'Israël, Kessel, Torres, etc., qui s'élèvent contre la peine. Kessel qui couvre le procès, qui couvre le procès Eichmann. Il est là en permanence. Et donc ces intellectuels juifs qui vont demander la grâce au gouvernement et au président, qui refusent, le président refuse. Mais voilà, il y a j'avais traité dans ma thèse, qui parlait en fait de la question de l'histoire de l'abolition de la peine de mort dans l'Union européenne. Il n'empêche que j'avais étudié les 3 monothéismes. Structurellement, le judaïsme est abolitionniste. Donc, voilà. Et donc, ces hommes-là en font état. Quand il dit que structurellement, le judaïsme est abolitionniste, au sens où, dans le Talmud, il est expliqué que si la peine de mort peut être appliquée dans l'absolu, ces conditions sont en fait inapplicables. Absolument. On met tout en place pour qu'elles ne soient pas appliquées. Donc, ce qui n'est pas le cas des 2 autres monothéismes. Donc, c'est quand même extrêmement spécifique et c'est ce qu'ils relèvent, eux. Ils sont dans cette tradition et je trouve ça, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Marie Bardiot-Vaillante, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle votre livre, L'enfer est vide, tous les démons sont ici, qui est édité par Glénat. Oui. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Academ.